Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la transition écologique, l'émission de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Hugues Widor, le président de l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Il fait des propositions pour faciliter l'entrée des jeunes sur le marché du travail. Notre débat porte sur le click and collect. Son succès signe-t-il le retour en force de la société du jetable? Quelles innovations pourraient réduire son impact? Réponse tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez Terrabilis. C'est un jeu de société qui veut changer les mentalités, une sorte de Monopoly du développement durable. Vous verrez. Voilà, 3 thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Hugues Widor, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le président de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Cette union, elle représente combien d'entreprises, combien de salariés ? Alors l'Union elle-même représente 33 000 entreprises et 1,2 million de salariés qui sont dans des entreprises mutualistes, coopératives, associatives. Plus globalement, l'économie sociale et solidaire, c'est 10% de l'emploi, 14,5% de l'emploi privé et 8% du PIB en France. Donc c'est un acteur central en termes économiques et social. Oui, c'est un poids lourd de l'économie française. On a quelques chiffres qui corroborent ce que vous venez de dire. 2 300 000 salariés, c'est un peu plus effectivement de 10% de l'emploi. 223 000 établissements employeurs et des créations d'emplois en progression constante sur la décennie écoulée. On ne le sait pas forcément. Est-ce que c'est un secteur qui est un peu sous les radars de temps en temps? Est-ce que vous diriez ça? Alors, je dirais qu'il a été sous les radars et qu'aujourd'hui, il apparaît comme étant la solution et une des solutions par rapport aux différentes crises que nous traversons. Si je prends la crise sociale, l'économie sociale, évidemment, est une réponse sur les territoires, avec des emplois non délocalisables et avec la capacité aussi à associer les acteurs, puisqu'on a 3 leviers, on a 3 principes fondamentaux dans l'économie sociale et pour les employeurs de l'économie sociale. C'est la non-lucrativité ou la lucrativité limitée, ça veut dire qu'il n'y a pas de capital qui revient aux actionnaires dès lors qu'il y a des excédents, ils sont partagés avec les salariés, ou ils sont réinvestis dans le projet. Le deuxième grand principe, c'est l'utilité sociale. On peut être dans le care, dans le prendre soin, on peut être par rapport à l'insertion, on est aussi dans les activités de transition écologique. Et puis le troisième, c'est une gouvernance collégiale. Donc on est là avec des parties prenantes, et quand vous êtes dans une entreprise mutualiste, coopérative ou associative, c'est l'ensemble des parties prenantes en fait qui fondent qui travaillent autour d'une cause commune pour répondre à des problématiques de nos concitoyens. Et effectivement, ça résonne particulièrement en temps de crise sociale ou en temps de crise sanitaire et économique également. On va rentrer dans le détail un peu de vos propositions, notamment pour les jeunes. Qu'est-ce que vous proposez précisément pour faciliter l'entrée des jeunes sur le marché du travail? Alors d'abord, il faut le constater, il faut le dire, il y a eu un effort considérable qui a été fait dans le cadre du plan de relance sur les 100 milliards par rapport aux jeunes. Si je prends juste un exemple sur l'alternance et l'apprentissage, on n'a jamais eu des résultats comme cela, plus de 490 000 sur l'apprentissage, c'est énorme. Donc il faut saluer le travail du gouvernement. Mais on voit que ceux qui ont le plus perdu en pouvoir d'achat à cause de la crise sanitaire, ce sont les jeunes, ce sont les 20-25. Tout à fait. Et on sent bien qu'il y a là une crise possible et on a identifié un segment qui ne nous paraît pas suffisamment pris en compte par le pouvoir public, et nous l'avons fait des propositions précises au Premier ministre et au ministère du Travail qui étudie cette hypothèse, ce scénario. Nous avons observé que 50% des jeunes diplômés et des jeunes qualifiés qui ont, pendant la crise Covid, réussi leur diplôme, aujourd'hui ne trouvent pas de travail. Et c'est vrai pour la classe d'âge précédente, et c'est sans doute vrai pour la rentrée de septembre. On ne peut pas laisser ces jeunes au bord du chemin. Et qu'est-ce que nous observons au niveau des entreprises de l'économie sociale? Un besoin de développer des projets. Il y a un véritable besoin sur les territoires. On le sait qu'après la crise, il y aura un effet rebond, et on l'espère d'ailleurs, mais il faut accompagner cet effet rebond. Donc vous dites, faisons en sorte que ça matche entre ces jeunes qui ne trouvent pas d'emploi et l'économie sociale et solidaire qui est en demande. Et qui est en demande, et qui est en demande dans le domaine de la transition énergétique, dans la transition solidaire, dans le care, on a vu pendant la crise le rôle de l'ensemble des acteurs de l'économie sociale pour justement répondre aux besoins de nos concitoyens. Ça dure toujours. Et donc on sait qu'il y a
là un véritable levier parce que les entreprises ont besoin d'avoir de nouveaux projets et que ces nouveaux projets soient accompagnés. Mais donc, Hugues Widor, vous proposez quoi concrètement si vous tendez une perche au gouvernement, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour accélérer ça? Alors en fait, nous, ce que nous demandons, c'est que dans la crise actuelle, on ne crée pas encore une enveloppe financière supplémentaire. Les engagements de l'État sont considérables. 100 milliards, on sait qu'il y a 10 milliards qui ont été dépensés en 2020, il y a 40 milliards qui sont projetés en 2021. Nous, ce que nous demandons, c'est que dans le budget qui a été alloué à l'insertion, c'est-à-dire à tout ce qui concerne les parcours emploi-compétences, pour être très technique, il y a une partie qui soit fléchée pour les jeunes diplômés. Et pour permettre à ces jeunes diplômés d'intégrer le marché du travail, de ne pas rester à côté du marché du travail. Pour être encore plus précis et plus technique, ce que nous proposons, c'est d'allouer donc une somme auprès de 10 000 jeunes pour démarrer, pour voir ce que ça va donner. Cette somme, c'est calculé sur un SMIC, 85% d'un SMIC la première année, 75% la deuxième année et 25% la dernière. Pourquoi ? Parce que ça permet à ces jeunes aussi d'accompagner les structures et en fait de développer des marchés. Alors, juste pour bien comprendre, ces sommes, elles seraient conditionnées à des projets liés à l'économie sociale et solidaire? Alors en fait, si vous voulez, dans l'économie sociale et solidaire, il y a des besoins de développement. On le sait, des besoins d'ingénierie, des besoins d'accompagnement, que ce soit par rapport au numérique, par rapport au digital, par rapport à la transition écologique, par rapport au CARE. Il y a d'énormes besoins. Et donc ces besoins aujourd'hui ont du mal à être satisfaits. Et de plus, demain, ça va être encore le rendez-vous à ne pas manquer pour que les entreprises de l'économie sociale et solidaire proposent des réponses sur les territoires. Parce que ce qu'on voit bien aujourd'hui émerger, c'est la nécessité d'être présent sur les territoires. Alors le gouvernement a une mesure aujourd'hui qui s'appelle le volontariat transition énergétique, qui permet à des jeunes qui ont fini à leur parcours de reprendre une alternance pour intégrer des entreprises. Nous voulons aller plus loin pour que ça permette, si vous voulez, d'aller vers plus de jeunes et d'aller vers plus d'emplois, mais dans l'économie sociale et solidaire. Alors, vous aviez, à l'UDES, à l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, fait un certain nombre de propositions au mois de juin dernier, un New Deal social et écologique. C'était une sorte de stratégie de sortie de crise que vous dessiniez. Est-ce que vous avez retrouvé une partie de ces propositions dans le plan de relance et dans l'action du gouvernement, finalement ? Alors oui, on peut le dire, il y a un certain nombre de choses qui sont dans cette cohérence-là, et on doit dire que depuis que nous avons un ministère de l'économie sociale et solidaire, on est très écouté, et on voit que d'ailleurs, dans l'opinion publique, l'économie sociale et solidaire est en train de devenir un acteur incontournable dans la réponse à la crise. On a vu, à la fois dans le cadre du plan de relance, il y a 30 milliards quand même qui sont fléchés sur ces aspects de transition écologique et énergétique, sur les aspects de véhicules propres, de transport, de logement, de rénovation du bâtiment, des propositions qui rejoignent les nôtres. Nous voulions aller plus loin dans un certain nombre d'axes. Notamment... Alors, donnons quelques exemples. Il nous reste un peu plus de 2 minutes. Si vous avez un ou deux exemples d'actions de levier de ce New Deal social et écologique. Eh bien, il y en a une. Je vais en prendre qu'une puisqu'il nous reste peu de temps. C'est de conditionner un certain nombre d'aides, mais pour l'ensemble des entreprises, au fait qu'on mesure leur impact social et environnemental. La déclaration, pour nous, ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Il faut responsabiliser l'ensemble des chefs d'entreprise, qu'ils soient d'ailleurs de l'économie sociale ou pas, pour s'investir et s'inscrire dans un développement écologique et social. Pour cela, nous avons un outil. On a créé un outil au niveau de l'UDES, qui est d'ailleurs partageable et applicable par l'ensemble des entreprises de ce pays, qui s'appelle Valores. Et qui permet, à partir d'un certain nombre d'indicateurs, de regarder de quelle façon, en termes d'environnement, en termes de bien-être, en termes d'économie, les actions sont menées et de les mesurer. Et puis des indicateurs internes de gestion sur les RH, sur la parité, sur la diversité. On pense que pour franchir ce cap
qui est pour nous indispensable en termes écologiques et sociaux, il faut qu'au-delà de l'intention, eh bien, qu'il y ait de l'engagement et de la responsabilité des acteurs. C'est de la responsabilité des chefs d'entreprise et c'est de la responsabilité des citoyens. C'est pas un label, ce Valores, c'est vraiment un outil pour évaluer son impact? C'est ça, exactement. C'est un outil pour évaluer son impact et justement de mesurer ce que ça permet d'apporter à la société. Nous sommes des acteurs de l'utilité sociale. Oui. Donc on est dans notre ADN au niveau de l'économie sociale. On n'a pas attendu la loi Pacte ou autre pour être sur des missions d'intérêt général. Par contre, ce qu'on dit, c'est qu'il faut franchir un cap supplémentaire pour pouvoir mesurer ce qui a été avancé et d'autre part, de permettre à toutes les entreprises de se l'appliquer. Ouais. Vous diriez, en conclusion, que les valeurs que vous portez, finalement, elles sont boostées ou validées par cette crise, malheureusement, par cette crise sanitaire, ces valeurs que vous portez depuis des décennies? On se rend compte qu'on est d'une certaine manière au rendez-vous de l'histoire, parce que l'économie sociale et solidaire, c'est la réponse qu'attendent nos concitoyens, c'est-à-dire un emploi durable, c'est-à-dire une économie responsable et une écologie responsable où on préserve notre planète. Ce sont les valeurs clés qui portent l'économie sociale et solidaire aujourd'hui, et on voit que la société tout entière a commencé à l'incarner, à les reprendre, d'où la loi climat, on pourrait en parler, d'où un certain nombre d'actions dans le cadre du plan de relance. Mais l'ADN de tout cela, c'est quand même, il faut le dire, l'économie sociale et solidaire. Merci Hugues Widor, à bientôt sur Bismarck. Tout de suite, notre débat sur le click and collect. Le click and collect signe-t-il le retour en force de la société du jetable? On en débat tout de suite avec Alice Elfassi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable des affaires juridiques de Zero Waste France. Et Dimitri Carbonel. Bonjour. Dimitri, fondateur de Livosphère. Peut-être le constat pour commencer, Alice Elfassi, le click and collect. Évidemment, il est en plein boom, en plein développement, confinement, couvre-feu oblige, la vente à distance aussi. D'ailleurs, on évoquera les deux aspects. Avec quelles conséquences environnementales? On ne peut peut-être pas donner des chiffres, c'est trop tôt, mais déjà, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Qu'est-ce qu'on voit à l'œuvre? Effectivement, il est un peu tôt pour donner des chiffres. Par contre, ce qu'on sait déjà, c'est que, évidemment, le jetable a explosé avec l'explosion du recours à la livraison, de la vente à emporter, de la livraison à domicile, etc. On sait qu'il y a à peu près 3 à 4 emballages par livraison. Par exemple, si on parle de la nourriture, 3 à 4 emballages, c'est autant de plastique à usage unique, de carton, papier à usage unique aussi parfois, mais souvent recouvert d'une couche de plastique, qui vont être enfouis, qui vont être incinérés ou qui vont être recyclés, mais en petite partie et avec beaucoup d'impacts environnementaux aussi associés. Dimitri, effectivement, quand on reçoit les uns et les autres, voilà ce qu'on a commandé, quand on va chercher ce qu'on a commandé, on est souvent confronté à ça. Plus de plastique à usage unique, plus d'emballage, c'est ça le constat? Oui, et puis je pense qu'il y a une vraie réflexion qu'en tant que consommateur ou d'entreprise qui délivre, il y a 5 questions à se poser. On l'appelle les 5 R. Première chose, c'est de refuser de l'emballage. C'est notamment plutôt prendre des pommes bio plutôt que, par exemple, un conditionnement avec une salade de fruits. C'est réduire les emballages. Ensuite, derrière, il y a réutiliser. Donc, c'est la consigne, par exemple. Quatrième point, alors si vraiment on n'a pas d'autre choix, c'est utiliser des éléments qui sont recyclables ou potentiellement remettre en terre, c'est compostable. Si, par exemple, les entreprises et les consommateurs ont cette grille d'analyse, on pourra parvenir à réduire la quantité de jetables qu'il y a dans le click and collect ou la vente à distance. La vente à distance, elle a encore plus de conséquences que le click and collect? À mon avis, oui, en termes de volume, parce qu'il y a plus de ventes à distance que le click and collect. Après, il y a des choses qui sont assez similaires. Malgré tout, dans un click and collect, on va dans un magasin, donc potentiellement, on pourrait par exemple faire plus de consignes, peut-être plus facilement. C'est pas la même chose. On peut préparer des choses, alors que la vente à distance, souvent plus, c'est de l'alimentation qui est rapide à manger, et après qu'on va jeter derrière dans ces détritus. Alice Elfassi, est-ce que c'est inéluctable que la vente à emporter, la vente à distance soit associée au jetable à ce point?
Alors non, ce n'est pas inéluctable. Je pense que le jetable, dans une période de crise sanitaire, encore plus rassure parce qu'on se dit que c'est plus hygiénique, que le plastique à usage unique, ça va nous protéger du virus. C'est vraiment une erreur, et je pense une erreur de communication aussi de la part des autorités gouvernementales et sanitaires, parce que en réalité, le virus va rester sur du plastique. C'est démontré que c'est même un des matériaux sur lesquels le virus résiste le mieux. Donc non, c'est pas du tout inéluctable, et on peut par exemple penser, comme le disait Dimitri, à des solutions de réemploi, des solutions de consigne qui peuvent être mises en place et être tout à fait économiquement viables et qui permettraient de réutiliser les contenants et de lutter contre l'usage unique, même dans la vente à emporter. Oui, alors justement, parce que c'est un mode de consommation qui s'installe pour longtemps, hein, on en est tous conscients. Donc quelle solution vous préconisez chez Zero Waste France ? Chez Zero Waste France, on préconise le réemploi des emballages plutôt que l'emballage à usage unique. Qu'on parle de plastique ou de carton, dans tous les cas, l'usage unique, c'est quelque chose de délétère qu'on cherche à combattre. Donc le réemploi des emballages, ça peut passer par des dispositifs de consigne, comme en parlait Dimitri. Des dispositifs de consigne qui peuvent être mis en place, du coup, avec une somme que le consommateur reversera en retournant son emballage. Oui, mais l'emballage qu'on réutilise, il y a quelques sociétés qui proposent ça. J'imagine que ça pèse pas grand-chose sur le marché de la vente à distance. Pour l'instant, ça ne pèse pas grand-chose. Là, on est dans une situation où les acteurs de la restauration livrée commencent à prendre des engagements en la matière. On l'a vu hier avec des engagements volontaires du secteur de la restauration livrée qui se sont engagés à réduire les plastiques à usage unique et à expérimenter des solutions de réemploi, notamment via des dispositifs de consigne. C'est des engagements qui ont été pris avec le ministère de l'Environnement hier. Donc nous, on salue quand même ces engagements volontaires qui vont vers du mieux, vers plus de réemploi, vers moins d'usage unique. Après, le problème, c'est que ça reste des engagements volontaires qui ne sont pas contraignants. Et voilà, nous, on est très vigilants sur le suivi sur tous ces engagements volontaires. Ça, c'est une vraie question. Dimitri, vous travaillez en ce moment avec le Shift Project de Jean-Marc Jancovici sur des amendements au projet de loi climat et résilience. Est-ce qu'il faut passer par la loi pour réduire justement l'impact des emballages, de l'usage unique dans l'univers de la vente à emporter, de la vente à distance? Alors effectivement, je suis shifter dans le Shift Project, donc je travaille sur ce qu'on appelle le plaidoyer sur la loi climat et résilience. Et la loi, aujourd'hui, effectivement, on la prend comme restrictive. En fait, elle peut être au contraire un levier vraiment d'innovation. Passer vraiment de l'écologie punitive à l'écologie, je dirais, créative. Et pour ça, je vais prendre un exemple. Par exemple, en Chine, ils sont en train de développer énormément de bioplastique qui n'est pas toujours biodégradable et pas toujours compostable à la maison. Eh bien, si la loi effectivement contraignait à développer des plastiques, ou uniquement si on faisait ce type de plastique compostable à la maison en conditions réelles, il y aura énormément d'entreprises françaises qui pourraient se propager ou se développer comme ça, et on aurait un coup ou deux coups d'avance par rapport à la Chine. Donc vous pensez que ça passe par l'innovation? Disons que ça passe effectivement par l'innovation, aussi bien en termes de produits, mais aussi en termes de processus. La consigne, s'il y a des processus pour que ça soit le plus simple et le moins cher aussi possible, aussi bien pour l'entreprise, pour le consommateur. C'est les deux éléments. Mais l'innovation permettra effectivement de ça. Et la loi est un levier pour ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée, ou est-ce que c'est d'abord, vous êtes plutôt vers plus de restrictions et... Oui. Plus de restrictions, moins d'innovation, c'est peut-être ce qu'on pourrait dire. Non, c'est pas moins d'innovation, simplement le sujet autour des bioplastiques, c'est un sujet un petit peu délicat, parce qu'on voit que c'est un terme qui est très dévoyé, qu'on emploie très souvent, on ne sait pas trop pourquoi finalement. Est-ce que ça veut dire compostable? Est-ce que ça veut dire biodégradable? Mais biodégradable sous combien de temps? Et finalement, si ce sont des plastiques qui vont dans la poubelle de tout venant avec le reste, ça va être des plastiques qui vont être enfouis ou incinérés comme le reste. Donc nous, on n'est pas forcément, même pas du tout pour le développement de ce type de matériaux. On est plutôt pour le questionnement du tout jetable, du tout usage unique, vers des solutions de réemploi qui nous paraissent quand même bien plus efficaces. Donc c'est un changement des comportements que vous voilà, prenez. Exactement, un changement des comportements. Et sur ça, je rejoins tout à fait Dimitri sur le fait que ça passe aussi par la loi, surtout par la loi même, parce que voilà, là, les engagements volontaires des entreprises, comme je le disais, c'est bien. Après, on va être vigilant sur le suivi, parce que rien ne vaut une réglementation contraignante pour vraiment amorcer un changement des mentalités et une réduction des impacts environnementaux. Oui, juste pour répondre, effectivement, premier point, c'est vraiment de refuser, de réduire au maximum. C'est surtout pas de commencer à faire du bioplastique partout. En revanche, dans certains nombres de cas, parfois on n'a pas énormément le choix. Et, il faut, comme solution complémentaire, il faut avoir une réglementation bioplastique, par exemple, où c'est compostable à la maison, etc. Mais je me mets à la place
d'un commerçant, d'un restaurateur qui s'en sort à peine aujourd'hui grâce au Click and Collect et qui nous écoutent. Ils sont bien gentils tous les trois, mais ils vont, c'est notre seule source de revenus et ils veulent nous rajouter des contraintes. Qu'est-ce que vous leur répondez, Dimitri d'abord et ce ne sont pas des contraintes. Je veux dire, on le voit bien. Quand même, si. Non, parce que si on a des cartons, par exemple, ou des solutions qui sont simples, qui sont au même prix, qui permettent, dans les mêmes conditions, de faire du Click and Collect, c'est vers ça qu'il faut aller. Et l'innovation, c'est vraiment c'est innover, mais surtout industrialiser cette solution pour que ça soit au même prix que l'autre et qu'il y ait d'autres avantages, notamment sur le même impact local ou d'autres choses pour que ça soit réalisé sur site plutôt que, je sais pas, en Chine ou ailleurs, quoi. Donc il y a un vrai bénéfice, je pense. Et c'est une erreur de l'opposer les deux, selon moi. Oui, sauf qu'aujourd'hui, ça n'existe pas encore, ou pas suffisamment. Non, les emballages carton, il y en a plein. Il y a une entreprise qui s'appelle Montgolfier qui fait des emballages compostables. Il y a plein de solutions. Il faut juste les trouver. Donc il y a des solutions. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt être incitatif que coercitif? Je reviens vers vous. Je pense que l'incitation, ça ne fonctionne pas forcément, en tout cas pas dans des proportions suffisantes. Et on le voit, ça fait quand même des années qu'on parle de réduction des déchets, de réduction de l'usage unique, qu'on va petit à petit sur de l'interdiction de produits plastiques à usage unique, etc. Pour l'instant, sur la restauration livrée, la loi, elle ne dit rien, elle ne régit rien. Elle parle de 100% d'emballage réemployable au 1er janvier 2023, mais uniquement pour la restauration sur place. Ouais. Donc je pense que c'est le moment d'intégrer la restauration livrée, à laquelle on recourt de plus en plus, et en ce moment, pas forcément par choix. Mais vous pensez que le secteur peut le supporter, ça, économiquement? Oui, je pense que le secteur peut le supporter. Traverse en ce moment. Je pense que la mise en œuvre de dispositifs de consigne, ça peut être quelque chose d'économiquement tout à fait viable, avec des investissements de départ qui sont finalement amortis assez rapidement, puisque les emballages à usage unique, ça a aussi un coût. Les emballages de papier carton recouverts d'un film plastique ou les emballages plastiques jetables, ça a aussi un coût important pour les restaurateurs. Et ces coûts, ils peuvent être amortis sur la durée avec la mise en place d'un dispositif de réemploi. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Click and Collect, je cherchais le mot. Les Québécois sont meilleurs que nous, on va dire vente à aller chercher, vente à emporter. Bref, il faut que je trouve le mot. Il existe forcément. Merci encore d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, c'est Smart Ideas. Tiens, on va se faire un petit jeu de société. Vous êtes d'accord? Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas et la bonne idée du jour est signée Sylvain Attès qui est avec nous en visioconférence. Bonjour Sylvain Attès, vous êtes l'inventeur du jeu Terrabilis lancé en avril 2011. Racontez-nous comment l'idée vous est venue, comment l'idée a germé. Bonjour Thomas. Écoutez, l'idée a germé il y a longtemps puisque c'était en 2007. J'étais déjà consultant, formateur en développement durable depuis quelques années et je m'étais rendu compte que quand on se déplaçait sur les salons, les événements qui parlaient de développement durable, en fait on n'était qu'avec des gens qui étaient déjà convaincus. On parle déjà d'il y a quelque chose qui a presque 15 ans maintenant. Et donc je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être malin comme solution à inventer pour permettre de faire rentrer ce sujet de l'écologie finalement au sein de tous les foyers. Et je me suis dit qu'en fait finalement l'idée d'un jeu serait peut-être le meilleur cheval de Troie pour aller conquérir les cœurs et les imaginaires autour de cette nécessité de repenser nos sociétés avec de la durabilité. Oui, alors ce que j'entends, c'est que vous avez l'idée en 2007, le jeu sort en 2011, donc déjà c'est un assez long processus de créer, d'imaginer un jeu de société. En fait, c'est un peu, je pense que la meilleure image qu'on puisse donner, c'est un peu comme celle de faire une recette de cuisine. C'est-à-dire que quand on copie un livre, c'est pas trop dur, mais quand il faut inventer une recette, on se doute bien qu'il faut essayer, tester, ajuster, corriger. Des fois on se plante, des fois ça marche. Il y a des choses qu'on conserve, il y a des choses qu'on doit abandonner. Et donc c'est un processus plutôt itératif, on va dire, où on va tester jusqu'à temps d'affiner notre solution. Ouais. Et puis il faut trouver des financements puisque c'est un projet qui a été aussi autofinancé, donc voilà, il fallait trouver la somme pour fabriquer les 2000 premières boîtes. C'était pas non plus hyper facile. Il y a 15 ans. Je comprends. Bon, la liaison n'est pas parfaite, on s'en excuse auprès de nos téléspectateurs. Vous présentez, Sylvain Attès, Terrabilis comme une sorte de monopoly du développement durable. Alors imaginons que je démarre la partie, c'est quoi le but des joueurs ?
Alors le but du jeu, c'est de développer son pays. Donc on est à la tête de son pays, on est un chef d'État, une chef d'État, et on a carte blanche pour le développer. Et donc pour le développer, ça va être assez simple. Je vais évoluer sur un parcours, donc en ça rappelle le Monopoly. Mais Monopoly, développement durable, ça pourrait être un oxymore, on est d'accord, parce que ça ne semblerait pas très durable, le Monopoly, voilà. Donc c'est Monopoly dans le format. C'est un jeu de plateau où on utilise des dés pour se déplacer dans un parcours. La différence, c'est que je n'ai pas des rues. C'est que je vais, en fait, quand je vais tomber sur certaines cases de construction, je vais pouvoir développer mon pays en mettant des constructions, justement. Donc, je vais pouvoir mettre des constructions comme des ports, des parcs, des écoles, des traitements de l'eau, des entreprises, des énergies fossiles renouvelables, de l'agriculture biologique ou de l'agriculture intensive. Et en fait, on est bien dans le monde d'aujourd'hui où on offre aux joueurs la possibilité de pouvoir faire les choses qui sont durables et des choses qui le sont beaucoup moins. Non pas pour en faire la promotion, du l'une ou de l'autre, mais pour permettre justement aux joueurs de comprendre que certaines cartes, même si elles semblent intéressantes, parce que par exemple elles rapportent beaucoup d'argent quand on revient à ce case départ, peuvent avoir un tribut lourd aussi pour la planète qui peut au final enclencher peut-être qu'on va perdre beaucoup de points pour avoir voulu gagner un peu plus d'argent. Donc c'est pas forcément la stratégie la meilleure que celle qui va être celle de faire beaucoup d'argent ou de chercher des gains maximum à court terme. On va chercher plutôt un équilibre dans nos modèles. Voilà. Vous avez forcément minimisé l'impact écologique de la fabrication de ce jeu. Comment vous avez fait ? Et ben en fait, alors c'est pareil, faut remettre ça là. En 2010, quand j'ai cherché à faire fabriquer mon jeu, tout le monde m'a dit en gros, les seuls qui sont capables de fabriquer pour pas cher, c'est à l'autre bout du monde, en Asie. Et puis le plastique, c'est moins cher que le carton, donc fabriquer en Asie avec du plastique. Et bon, évidemment, moi je l'ai pas. Donc j'ai cherché en fait des fabricants et des solutions. Et finalement, avec des fabricants, donc j'ai trouvé notamment une entreprise qui est basée en France et en Belgique, qui s'appelle Cartamundi, qui a vraiment joué le jeu parce qu'ils avaient quelques solutions, mais en fait ils ont cherché avec moi d'autres solutions pour essayer sur des encres végétales, des papiers recyclés, recyclables, du carton recyclé, des bois, il y a des jetons en bois donc issus de forêts gérées durablement, ainsi de suite. Donc en fait l'idée ça a été d'utiliser des solutions lorsqu'elles existaient parce qu'elles étaient écologiques, et sinon de challenger un peu les fabricants pour leur dire voilà, non, moi je veux ça, donc essayez de nous trouver une solution. Et donc ça a été vraiment finalement une aventure un peu collective, parce que eux ils ont intérêt à développer des solutions écologiques pour les proposer à d'autres, et puis moi j'avais intérêt à utiliser les solutions qu'ils proposaient déjà, parce que c'était un gain de temps, puis finalement des problèmes en moins à solutionner, quoi. Merci Sylvain Attès. Je suis convaincu, comme vous, que le ludique est le meilleur moyen pour changer les mentalités plus que le coercitif ou le culpabilisant. Bon vent à votre jeu Terrabilis. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci encore de votre fidélité. Vous pouvez nous retrouver tous les jours H24 sur bismart.fr ou alors sur les box, c'est 9h, midi, 20h30 pour les 3 diffusions sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux.